Montréal et surtout au Massachusetts Institute of Technology de MIT. Je vais surtout intervenir avec vous en tant que directeur scientifique du plus gros réseau de recherche sur les usages d'Europe aujourd'hui qui s'appelle le GIS-Marsouin, qui est un réseau de labos bretons qui travaille sur ces technologies depuis 2002, avec l'idée effectivement de comprendre les usages effectifs du numérique. Alors ne lisez pas toutes les diapos, je vais tout vous laisser, tout est en ligne. Je préfère vous présenter les choses parce que vous imaginez bien que ce que je vais vous raconter c'est documenté, il y a des vidéos, il y a des animations diverses et variées. Comme l'enjeu c'est aussi de débattre, parce que je ne vais pas faire le tour complet. L'autre élément que je voulais absolument vous faire partager, c'est l'idée que le marsouin s'immerge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une des grandes difficultés que nous allons tous avoir avec les technologies numériques, c'est de ne pas considérer que notre pratique, c'est l'alpha et l'oméga pour analyser la pratique des gens qui nous entourent, particulièrement vous, les publics. Ça veut dire que nous prenons très au sérieux l'idée de l'immersion, de l'observation effective des pratiques, même si on fait des stats, même si on fait de l'expérimentation, on fait des méthodologies croisées, mais la plupart du temps, nous commençons par faire de l'observation, de l'ethnographie, de la clinique, et de prendre du temps pour regarder ce que font les personnes avec des technologies numériques. Je suis spécialiste de deux secteurs particuliers, ce qu'on appelle l'e-inclusion, donc c'est tout ce qui concerne la fracture numérique, je vais revenir dessus. Mais je me suis rendu compte que l'e-inclusion dialoguait depuis le début de l'arrivée des technologies numériques, de l'informatique dans les années 70-80, avec la question de l'e-éducation, c'est-à-dire tout ce qui concerne les usages des technologies en éducation. Alors, pas uniquement à l'éducation nationale, même si le grand ministère et son nouveau ministre me prend un petit peu trop de temps en ce moment, mais aussi l'éducation familiale, l'éducation populaire, l'éducation spécialisée. Vous voyez bien que dès qu'il s'agit de parler de pratiques numériques, on voit bien qu'il y a des pratiques qui peuvent être très hétérogènes et qu'on a besoin de regarder l'éducation au sens large dans ses rapports aux solidarités. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vous soit totalement étranger du côté des contrôles sociaux. Ça, c'est la cartographie de nos recherches actuellement. Donc, je vous laisse ça. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que si c'est la plus grosse équipe, c'est qu'il y a 200 chercheurs sur le sujet et 200 juniors. Quand je dis les juniors, il y a des doctorants, il y a des ingénieurs d'études, des postdocs, etc. Ce qui fait qu'effectivement, quand j'ai un peu saisi à la fin de votre intervention, quand j'ai besoin d'une intervention sur les modèles économiques de l'activité des centres sociaux, l'activité numérique des centres sociaux, je vais demander à mes collègues économistes, je ne suis pas économiste, et on arrive à dialoguer avec ça, ce qui fait qu'on a quand même des données qui sont très fiables. Alors je vous propose une intervention en deux temps. Le premier temps, vous donner des repères. Donc mon approche, c'est celle de l'anthropologie des usages. Donc je vais vous donner des repères un peu généraux. On s'arrête un petit peu, on essaye d'expliciter les choses que vous n'auriez pas compris. Si vous avez tout compris, on enchaîne sur le deuxième temps pour se laisser du temps de dialogue, parce que évidemment, je ne vais pas vous livrer des préconisations, je vais vous livrer plutôt des outils d'analyse qui permettent ensuite de dresser des perspectives vis-à-vis des centres sociaux. Et comme ça fait un petit moment que je travaille dessus, je peux peut-être essayer de vous aider dans ce registre-là. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est que l'anthropologie des usages? L'anthropologie des usages, ça vient de l'anthropologie des sciences et techniques, et ça prend en compte la dimension symbolique des technologies, c'est-à-dire sa fonction, et sur le temps long. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une perspective historique permanente. On essaye de voir, finalement, de rappeler à longueur de temps que ces technologies ont une histoire, des racines, des mythologies, etc. Alors, pour vous donner un ordre d'idée très simple, André Leroy-Gourand, qui est une de mes références, il disait, quand l'archéologue trouve un vase, il va dater le vase, il va dire le vase, c'est un vase du 3e empire égyptien. Son collègue anthropologue, il va regarder ce qu'il y a dans le vase et ce qu'il y a sous le vase,
Si dans le vase, il y a des restes de nourriture et sous le vase des restes de feu, c'est pas un vase, c'est une casserole. Si dans le vase, il y a des ossements, c'est pas un vase, c'est une sépulture. Je vous invite à regarder les technologies comme ça. C'est-à-dire que globalement, on nous livre des artefacts, on appelle ça comme ça, nous. On nous livre des machines qui ne décrivent en rien les fonctions qu'elles vont avoir dans notre environnement. Et toutes ces fonctions sont à la fois historiques, dans la perspective longue, et contextuelles, situées auprès de chaque utilisateur. C'est ça que je vais essayer d'éclairer pour vous. Et donc, plutôt que de faire... c'est pour ça que j'avais besoin de son, vraiment, pas pour le petit clin d'œil à Star Wars. Plutôt que de faire un long discours pour vous convaincre que vraiment les technologies ont une dimension symbolique, j'ai une petite vidéo assez sympa, dont j'espère que le son va fonctionner. On fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de DSL bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du film. Il était devant elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre. Heureux de se sentir émus, émus de se sentir heureux. La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables. Écoutez maintenant notre rubrique de faits divers. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes. On nous signale le 124e accident de la journée. Allô, rectification. C'est 125 accidents d'automobile sur 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. Et la petite provinciale romantique n'aura pas besoin de venir à Paris pour y rencontrer son idole. Elle l'aura sur sa table de nuit. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le pays, je le dis, comme je le pense, mes chers concitoyens, a droit à la vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées. Citoyens, Au petit moment, c'est à ce parti-là que je vais atterrir. Et quand vous irez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon. Cyprien, je te défends de caresser les images. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. Donc voilà. C'est une petite préparation pour essayer d'avoir le décentrage qu'il faut pour entendre ce que je vais vous raconter. Alors juste pour que vous sachiez de quoi il s'agit, c'est une fiction qui s'appelle la télévision bijou. J'ai un exercice avec mes étudiants, on a une convention avec l'INA et je leur demande d'aller me chercher des imaginaires numériques et un jour ils m'ont ramené cette perle qui était totalement non documentée. Alors à la promotion suivante, vous savez, les universitaires sont têtus, donc à la promotion suivante j'ai rajouté à ma consigne, il faut absolument que je sache qui l'a réalisé, qui a fait le scénario. Il s'avère que le scénario c'est un certain monsieur René Barjavel, qui est donc l'un des 2 ou 3, si on accepte Jules Verne, grands auteurs de science-fiction français, et ça date de 1947, vous aurez remarqué qu'il y a tout.
tout. Il y a l'Internet, il y a la pression médiatique, il y a l'hologramme, il y a YouPorn, évidemment, hein, le reportage mal aiguillé de la bohémienne, etc., etc. Vous voyez que nous sommes dans une période où le média, et qu'un média symbolique très fort, c'est la radio. Je vous rappelle qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale et que la radio a joué un rôle absolument central. La télévision n'existe pas. Vous savez, il y a un poste lié à Paris, quelques postes, et quelqu'un est capable de se projeter sur l'Internet. Ça veut dire que nous avons un mode de rapport à nos environnements techniques qui dépasse complètement le contemporain de l'environnement technique tel qu'on le voit aujourd'hui. Vous allez voir, ça a de grosses conséquences sur les publics que vous recevez. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, les technologies, plus que d'avoir une histoire, elles se socialisent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles vont arriver d'une certaine manière et nous allons les adopter ou non. Première phase, la phase d'innovation. Alors là, je ne vous parle pas de l'innovation technologique vis-à-vis de l'invention, je ne vous parle pas du travail des ingénieurs ou des créateurs, je vous parle d'une phase historique très courte qui s'appelle l'innovation et où finalement ce que nous appelons en anthropologie les techno-imaginaires, puisque pour un collègue qui m'a beaucoup inspiré aussi qui s'appelle Ballandier, une des caractéristiques de notre monde aujourd'hui, c'est de penser technologie en dehors même de la présence des technologies. Donc on a plein de métaphores, réfléchissez à comment on parle aujourd'hui, en particulier les plus jeunes. On a plein de métaphores qui sont liées aux technologies. C'est lié à cette phase-là. Cette phase, elle arrive et on va dire, on est dans l'imaginaire le plus complet, on va raser gratis, hein, les machines sont capables de tout faire, je pense que ça renvoie à quelque chose. Alors je vais juste vous illustrer ça avec l'Internet. 1992, Tim Berners-Lee et Jacques Caillot du CERN libéralisent le web, l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Si je vais trop vite, vous me levez, je reprécise. Hein. L'Internet que nous connaissons aujourd'hui a été inventé par les Européens sur des crédits publics. On a un peu tendance à l'oublier. Et à base de logiciels libres. On a aussi un peu tendance à l'oublier, tout simplement parce que les machines ont besoin de communiquer entre elles en dehors de formats technologiques propriétaires qui forment la base de la concurrence industrielle des vendeurs de machines. Donc, c'est un grand service public qui a inventé et libéralisé le web. Lorsque François de Closet, alors pour les plus jeunes, on n'a pas beaucoup des plus jeunes, François de Closet, est-ce que vous voyez qui c'est? Pas du tout. Non. Alors, les anciens le connaissent tous. Voilà, les anciens le connaissent tous. François de Closet a été le journaliste scientifique et technique de la télévision française pendant au moins 30 ans. C'est lui qui nous a présenté toutes les découvertes, etc. Et quand il a présenté l'Internet à la télévision française, il avait un écran derrière lui, un clavier devant, une souris, il a cliqué sur la souris et est apparu immédiatement derrière lui la photo de Sharon Stone. Pour les plus jeunes d'entre nous, Sharon Stone, je vois que François de Closet est beaucoup moins connu que Sharon Stone, donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on est en train de manipuler finalement les symboles. Sharon Stone, c'est Hollywood, la communication immédiate, c'est le village planétaire, etc. On va manipuler les symboles et on continue à le faire. À chaque fois qu'on nous vend une machine, cette machine va, avoir des vertus absolument extraordinaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Eh bien, tous les pères de famille ayant vu Sharon Stone à la télé vont se précipiter dans les supermarchés, acheter un PC, un modem. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens, le PC Tour énorme, le modèle avec, on va batailler pour le brancher sur une prise, ça va faire tchoui, etc. On essaye de télécharger Sharon Stone et il arrive quelque chose d'absolument extraordinaire, un fil qui descend lentement le haut des cheveux de Sharon Stone, jusqu'à un moment donné où on a soit erreur réseau ou fatale erreur sur le Mac. Au bout d'un mois de tentative de téléchargement de Sharon Stone, on va dire, on rentre dans la deuxième phase qui s'appelle la phase de massification. Qu'est-ce que c'est que la phase de massification? Ce paradoxe incroyable de la société de consommation qui fait que nous allons collectivement nous équiper avec des taux à 2 chiffres. Ça va être des taux d'achat et de connexion à l'Internet. On est
fin des années 90, début des années 2000, à 10, 15, peut-être même une année à 20%. Donc vous voyez, il y a un vrai équipement, mais en même temps, Sharon Stone a disparu. C'est-à-dire qu'en même temps, on se rend compte que finalement, Internet, c'est pas ce qu'on nous avait vendu, c'est quelque chose de beaucoup plus rugueux, on va dire, et ça fait diminuer les imaginaires. Donc resituez-vous. Fast Innovation pour l'Internet, on est milieu des années 90. Phase de massification pour l'Internet fixe. On va à peu près sur les 15 premières années de 2000 à 2010, donc pour les 10 premières années du 21e siècle. On arrive à la troisième phase qui est la phase de banalisation. Ça veut dire qu'on commence à considérer que l'Internet est un milieu ambiant. On parle de la fracture numérique et du droit d'accéder à Internet. On commence à parler on change de vocabulaire en fait. On commence à parler de droit à la vie privée, etc., etc. Et on voit les taux d'équipement diminuer petit à petit. C'est-à-dire que sur les dernières années, juste sur cet indicateur-là, nous avons des technologies Internet qui s'équipent finalement de 0,5% par an. On est aujourd'hui, je vous redonnerai les chiffres tout à l'heure, on est aujourd'hui à 85% d'équipés connectés sur Internet. Alors qu'est-ce que je suis en train de vous raconter en prenant l'illustration d'Internet? C'est que le numérique, planche suivante, le numérique, c'est un milieu aujourd'hui. La planche veut dire que globalement, la numérisation, c'est 3 opérations technologiques qui existent depuis le début de l'informatique, sauf que quand on est arrivé, il y a très peu de temps, il y a 2-3 ans, à parler du numérique, à substantiver le numérique, les Américains parlent du digital, en fait, on arrive dans quelque chose qui doit être considéré comme une culture, comme un ensemble de cultures, et non plus comme des technologies tranchées. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez vous adresser à des publics, il va falloir faire un petit effort. Alors je vous donne une illustration. J'ai été invité à l'Université populaire d'ATD Quart-Monde à Rennes il y a quelques semaines. Ils ont fait l'exercice qu'on connaît tous, association d'un mot à un autre mot sur un ensemble pour essayer d'avoir une espèce de représentation collective. Au mot numérique, qu'associez-vous? Vous connaissez le public d'ATD Quart-Monde, on est dans la pauvreté, précarité vraiment très très importante avec troubles psy, alcooliques, etc., sans domicile fixe. Donc on est vraiment sur des gens qui sont en très très grande difficulté. Et tout de suite, ça s'était affiché comme ça, c'était la première fois depuis très longtemps que j'entendais des gens me parler de binaire, de modem, d'informatique, d'ordinateur, de micro-ordinateur. Qui parle de micro-ordinateur aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette socialisation des technologies dans l'histoire, elle n'atteint pas toutes les personnes, tous les groupes de personnes de la même manière. On avait, rien que dans le vocabulaire vis-à-vis du public d'ATD Quart-Monde, un décalage de 15 années dans le vocabulaire. Alors évidemment, quelques jeunes ont parlé de réseaux sociaux, mais quand j'interviens en collège, je garantis que le vocabulaire n'a rien à voir. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une des premières lignes peut-être à regarder, c'est que nos publics sont très hétérogènes vis-à-vis de ces cultures-là, peut-être même les professionnels et vous-même, c'est quelque chose à réfléchir vraiment. Alors je vous donne quelques chiffres. Ça c'est le baromètre 2016. Je voulais juste vous montrer que effectivement, le baromètre du numérique, vous savez ce que c'est ou non? Non. Alors le baromètre du numérique, c'est la publication avant de l'ARCEP et maintenant d'une autre agence qui s'appelle l'Agence du numérique qui est rattachée à Bercy, qui est fait par le CREDOC, que vous connaissez, là c'est un centre de statistiques parallèle à l'INSEE, depuis le début des années 2000, et qui nous donne les modes de consommation. Sachez que nous, en Bretagne, on fait des enquêtes qui sont encore plus micro dessus, donc en général, on fait dialoguer nos chiffres. Mais là, je voulais juste vous montrer que, regardez, en 2016, on est à 85%, en 2017, sur l'Internet fixe, on est encore à 85%. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se dire que les 15% du dessus, on va les connecter de force. Repère international, le pays le plus connecté du monde, qui est la Corée du Sud, est à 90%, avec une politique qui est une culture qui est différente, mais avec une politique qui est très agressive. Donc ça veut dire que de toute façon,
l'Internet total n'est pas envisageable. Oui. Quand vous dites ça, parce que là c'est le taux d'équipement, c'est-à-dire que c'est équipement les gens qui l'ont, Oui. mais est-ce que ça dit quelque chose du fait de l'usage? On peut considérer qu'il y a des gens qui n'ont pas l'équipement, mais qui, Oui. parce qu'ils vont dans certains lieux, tout ça, peuvent quand même en fait... Absolument. Alors c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que je vais développer ça après sur les différents publics, et donc ces 15% là, arrêter d'avoir une vision monolithique à la fois des usagers connectés et des non connectés. Mais effectivement, ce que ça nous dit, c'est le stade de socialisation de la technologie. Quelles conséquences ça a pour vous? Ben, ça a pour vous, alors certains peut-être ont des espaces publics numériques au sein même des centres sociaux, puisque c'est un des lieux où s'est développée la médiation numérique. Ben, ça veut dire qu'on ne manipule pas ni les mêmes machines, ni les mêmes protocoles éducatifs ou sociaux, ni les mêmes imaginaires, surtout les mêmes représentations, quand on décide de faire un atelier réalité virtuelle avec des jeux vidéo ou un atelier Internet prise en main de Skype ou de la bureautique. Vous voyez, c'est pas uniquement des machines différentes, c'est aussi des univers différents, et ça sous-entend un vrai travail de compréhension du public cible, de votre territoire, etc. Donc voilà, les faits marquants de 2017, c'est le smartphone qui ne va pas tarder à arriver en phase de banalisation, on est à 73%, et je ne l'ai peut-être pas mis là, mais la connexion mobile vient de dépasser la connexion fixe, enfin en termes de pourcentage. Tous les usages numériques progressent, qui est une nouvelle donnée, et on démarre l'administration numérique vraiment. C'est-à-dire que sur les 5 dernières années, les questions d'administration numérique, de e-government, d'automatisation des pratiques administratives étaient plutôt en panne. Vous avez dû remarquer que le précédent gouvernement a fait d'énormes efforts, on en reparlera tout à l'heure, hein. Ça n'a pas que des bons côtés, mais là on voit assez clairement un démarrage assez massif de l'e-administration. Ça vous concerne évidemment pour les publics des centres sociaux, les partenariats CAF, enfin bon, toutes ces choses-là. Les deux points que je vais développer évidemment dans la deuxième partie, c'est la question des inégalités, de la fracture numérique, de l'e-inclusion, et les questions d'apprentissage et de compétences qui sont au cœur vraiment des préoccupations des Français aujourd'hui. Avant de finir pour un petit moment d'échange, alors j'ai plein de... J'essaye de modéliser et de rendre compréhensibles ces processus-là en proposant des schémas, etc. Là, pour cette séance, j'ai choisi d'en garder que quelques-uns. Il y a un préalable absolument fondamental, c'est de définir le concept d'usage. La plupart du temps, on confond consommation, achat, usage, utilisation. Si on va fouiller un peu dans la littérature, on voit que nos collègues de sciences cognitives parlent d'utilisabilité, d'utilité sociale. Enfin, il y a tout un tas de processus. Comme on a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire, on a posé toutes nos définitions, puis on s'est rendu compte qu'elles étaient complètement orthogonales. C'est-à-dire que la définition d'usage de nos collègues de sciences économiques d'il y a 15 ans, c'est pas de la définition d'usage, c'est la définition de consommation liée à ce qu'eux appellent la diffusion. Alors les technologies ne se diffusent pas, elles se bracolent. Je vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons en tant qu'usagers une capacité de résistance vis-à-vis de certaines technologies qui est absolument incroyable et qu'on ne voit que si on est à l'échelle macro. Je vous donne une illustration. J'ai travaillé avec des gamins de maternelle et de centre maternel sur des écrans tactiles en 1986. Donc la technologie tactile existe depuis 1986. Mais c'était pas drôle, parce que derrière l'écran, il y avait des pauvres logiciels avec des tout petites mémoires et des tout petits disques durs, et que si la technologie existait, elle ne répondait pas beaucoup. Donc on l'a laissé un petit peu, voilà. Quand l'Internet mobile, vous vous rappelez, c'est le premier iPhone en fait, quand l'Internet mobile arrive avec toute la richesse de ses contenus, on va l'adopter, ça va devenir ensuite tous les smartphones, on va l'adopter collectivement. C'est ce que Michel de Certeau appelle le braconnage. Ça veut dire qu'en gros, c'est plutôt nous, en tant qu'usagers, et non pas en tant que consommateurs, qui inscrivons les normes d'usage. C'est clair ce que je vous dis ou... Voilà. Donc, c'est pour ça que je mets la petite cartouche sur les normes technologiques.
c'est des ensembles de pratiques socialisées. Alors je vous donne une illustration qui va vous parler tout de suite, celle de Facebook. Mark Zuckerberg fait un truc absolument, absolument passionnant, tant sur le plan philosophique que scientifique. Il invente un site où les étudiants de son université vont pouvoir mettre des commentaires graveleux sur les photos des étudiantes. On peut dire que dans notre période un peu... Voilà, vous voyez, c'est quand même, technologiquement, c'est quand même un truc absolument extraordinaire. Il s'avère que le monsieur Zuckerberg en question, il n'est pas dans n'importe quelle université, il est à Harvard. Et puis à Harvard, il y a un peu de moyens techniques, donc ses petits copains, ils rajoutent des tas de trucs, etc., etc. Et paf, ça démarre, Facebook démarre, pas du tout chez les universitaires, mais chez les lycéens américains. Qu'est-ce qui s'est passé? De l'autre côté de la frontière, au Mexique, à l'Université de Mexico, et puis en Bretagne, on avait des jeunes chercheurs qui étaient en train d'étudier les pratiques de messagerie instantanée, les skyblogs, ça vous dit quelque chose? Toute la période, on n'en parle plus de la blogosphère et des blogs, mais à la période où Zuckerberg monte le truc, c'était ce qui se passait. Les collégiens et lycéens étaient en train d'apprendre l'écriture en ligne, de s'exposer en ligne. On voyait MySpace pour les musiciens, Flickr pour les photographes et les artistes, etc. Qu'est-ce qu'a fait Zuckerberg? Il a juste assemblé tout ça dans un contexte nullissime. Enfin, il faut être sérieux, quoi. Un site de photos d'étudiantes, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux. Sauf qu'il a une chance extraordinaire, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, où il y a une convergence générale que les lycéens ont adopté parce qu'il a fait une proposition de pratiques qui étaient parcellaires, qui deviennent unifiées. C'est clair ce que je vous dis? Donc, aujourd'hui, les collégiens qu'on étudie, nous, sont en train de partir, ça fait un petit moment, ça fait 2-3 ans, sont en train de partir de Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook est devenu la norme centrale du réseau social numérique, et comme il y a papa, maman, papi, mamie, que certains collégiens sont devenus lycéens, puis étudiants qui cherchent du boulot, etc., ils sont sur Snapchat, ils sont sur Instagram, etc., sur d'autres types de logiciels. Mais vous voyez bien que il y a, on va parler des GAFA tout à l'heure, forcément, des grands groupes industriels, nous avons une responsabilité collective, et encore plus, on va dire, le milieu socio-éducatif a une responsabilité d'éducation autour de ça. C'est-à-dire que finalement, Zuckerberg, il a fait sa fortune sur nous, et qu'on a quand même une part de responsabilité sur cette fortune-là. Alors, ça veut dire quoi en termes de construction des représentations que nous avons? Globalement, on est, le terme à la mode c'est disruption, je ne vais pas rentrer dans le truc parce que je suis en train d'écrire des controverses sur ça. Nous sommes perturbés par les informations médiatiques que nous recevons tous les jours sur les technologies. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais voilà. Ça veut dire quoi? Que finalement cette phase d'innovation, elle provoque à longueur de temps une espèce de sentiment d'accélération. J'entendais Mounir Majoubi, le secrétaire d'État, ce matin, il n'a parlé que d'entreprise, que de French Tech, que de machin, pas un mot sur la médiation numérique, un tout petit mot sur Blanquer et l'éducation, mais la formation aux compétences, on n'est pas sur l'éducation aux médias ou à la citoyenneté. Vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose qui a une puissance de feu. Ma collègue Divina Meck, qui travaille sur l'éducation aux médias, elle appelle ça carrément Hollywood. Au lieu de parler des médias, des GAFA, des groupes industriels, elle dit finalement les producteurs de contenu que sont les grands studios d'Hollywood et les industriels de l'informatique et de l'Internet sont finalement totalement ensemble et nous bombardent à longueur de temps de sujets. J'ai la grande chance d'être le monsieur Internet de la radio-télévision suisse. Pour un breton, c'est quand même assez drôle. S'ils avaient apprécié le bouquin sur la fracture numérique. Et à chaque fois qu'ils me demandent de réagir, à la dernière sortie de la dernière fois, c'était Samsung qui voulait faire oublier son accident industriel sur les batteries qui explosaient, en présentant les premiers casques de pilotage des ordinateurs. Et on me demande à chaque fois de répondre la même chose. Écoutez, c'est pas demain que vous piloterez votre ordinateur ou votre smartphone avec un casque cérébral. La technologie n'est absolument pas stable. Mais par contre, rappelez-vous toujours que ces gens-là sont en guerre industrielle. Et donc,
on va plus survendre, l'histoire d'innovation, la phase d'innovation, on va plus survendre des technologies, survendre des rêves sur ces technologies, que de vendre des technologies effectives. Tout ça, ça a besoin d'être intégré dans votre réflexion sur qu'est-ce qui se passe au niveau du territoire. Deuxième élément très important, finalement sur les usages, on a le temps. Le mail qui me pourrit la vie personnellement depuis très longtemps, vu le nombre que je reçois quotidiennement, a été inventé en 1971 par Ray Tomlinson. C'est-à-dire, c'est pas hier, quoi. Hein. L'installation d'un réseau social, plein de gens disent Facebook c'est fini. Non, c'est pas fini, comme Microsoft c'est pas fini, sauf qu'on voit bien que Facebook est monté comme ça, il va avoir une espèce de traîne. Pour ceux qui ont vécu les années 80 et l'arrivée du micro-ordinateur, rappelez-vous quand même que 90% de l'informatique mondiale dans les années 80 s'appelait IBM. Vous voyez qu'IBM continue à exister, mais n'est plus dans notre environnement quotidien. Ils existent ailleurs. Ils font d'autres choses. On va avoir le même phénomène de traîne industrielle qui descend lentement, mais nous avons un effet en tant que centre social, en tant qu'éducation populaire, etc., nous pouvons avoir un effet sur les usages. Et il y a des prises de conscience qui se font. J'entendais ce matin, juste après Majid Majoubi, une jeune femme, visiblement, qui a monté une association de lutte contre l'obsolescence programmée et qui allait avec des arguments juridiques, etc., etc. Donc effectivement, on va voir que ce sont des colosses, ce sont des géants, mais finalement beaucoup plus au pied d'argile que ce qu'on croit. Et je pense que pour les plus anciens, si vous voyez tout ce qui est arrivé, et si vous voyez comment les acteurs... Moi, quand j'ai commencé au milieu des années 80 à bosser là-dessus, j'avais droit à 10 systèmes d'exploitation, 25 machines différentes, et toute une émulation entre elles. Là, on en a deux. Hein, donc vous voyez, on est plutôt dans quelque chose qui s'est concentré, dont les usages sont effectivement plus faciles d'accès, etc., mais ça pose quand même des questions plutôt sociétales. J'ai entendu le petit exercice qu'on vous a fait faire tout à l'heure. Donc, je vais finir sur 2 planches avant de débattre. Comment ça se passe? Ah, j'ai oublié. Et donc, le troisième temps, c'est que tout ça est basé sur des mythologies qui sont des mythologies très fortes. Si je vous ai parlé de Barjavel tout à l'heure, c'est pas pour rien. Une partie de la machine robot, c'est presque les bases centrales. Le premier travail a été fait par Philippe Breton à la fin des années 80, ça s'appelait la tribu informatique. L'être artificiel, l'intelligence artificielle, ce sont des méthodologies qui vont remonter jusqu'à la Grèce antique en ce qui concerne la pensée occidentale. Donc effectivement, nous allons aussi avoir à traiter ça. Et quand les collègues parlent de couple frayeur-croyance, il y a des choses qui se passent vraiment du côté de la croyance. Il y a certains publics, des jeunes en difficulté, je pense aux plus anciens, je pense au 4e âge aussi, où il faut vraiment prendre ça vraiment sérieusement. Je vous donne un ordre d'idée, je fais souvent cet exercice-là autour de Star Wars. Je me rends compte que du côté, un exercice de type dynamique de groupe et psychologie sociale, je prends des personnages de Star Wars et je demande à des gamins, en général primaire au collège, de s'exprimer dessus. Et bien vous avez des expressions qui décrivent très très bien que dans les familles classe moyenne supérieure et classe supérieure, Star Wars est vraiment intégré comme une mythologie moderne, c'est-à-dire un peu comme on passait Oedipe, le grec et le latin, vous savez, on revient à Blanquer. Dans la structuration du 19e siècle industriel, il y a des familles qui construisent ça, puis vous voyez nos gamins des classes populaires qui ne parlent que des cartes des personnages qu'ils veulent acheter parce qu'ils n'ont même pas vu les films au cinéma. Et cette mythologie est structurante vis-à-vis des cultures numériques. Vous voyez bien que la manière de l'accompagner, c'est... Voilà. Et en même temps, emmener des gamins voir Star Wars sans avoir un petit travail de mise en contexte, c'est... Voilà. Là, je pense aux centres sociaux ou à l'éducation numérique. Donc, je finis sur cette première partie. Ça se passe comment dans nos têtes? Il y a une somme de techno-imaginaires qui nous envahissent.
Ces techno-imaginaires sont concentrés en représentation. Ce que je vous ai raconté sur Facebook tout à l'heure, les collégiens vont se dire « Ah, j'ai besoin de messagerie instantanée, j'ai besoin de photos. » C'était le moment où vraiment les images sur Internet sont devenues prépondérantes. On va probablement avoir le même phénomène avec la vidéo poussée par la 3D derrière, mais là, pour le moment, c'était encore les images. J'ai besoin de chatter et on va dire à partir de racines imaginaires, on va avoir des représentations qui se construisent dans un groupe social. Donc là, le concept de représentation, c'est finalement sédimentation d'imaginaire dans une période historique donnée, dans des groupes sociaux donnés, qui favorisent les pratiques. Vous voyez bien que de la richesse de la culture, on va en déduire la, entre guillemets, nature de la représentation, qui va vraiment décliner des pratiques plus ou moins ouvertes, plus ou moins riches en fonction des publics. Ces pratiques commencent à rentrer dans une logique d'essaimage collectif, de braconnage, comme dirait de Certeau, et deviennent des normes d'usage. Pendant les années 90, on opposait réel et virtuel. Je pense que c'est clair pour tout le monde, le virtuel n'existe pas, il est ancré sur la réalité du moment, et que ce que vous devez prendre en compte, c'est les usages effectifs des publics que vous avez. Ces usages vont avoir un effet sur la forme des imaginaires. C'est-à-dire qu'entre le golem du XVe siècle comme créature artificielle et puis les nouveaux robots que vous voyez dans le cinéma aujourd'hui, c'est le même processus anthropologique, mais c'est des figures différentes. Donc en fait, nous socialisons de trois manières. Il y a notre propre socialisation vis-à-vis des technologies. C'est pas la même chose de découvrir l'Internet sur smartphone en Afrique ou en Amérique latine que d'avoir eu le parcours complet de l'arrivée de l'Internet à aujourd'hui. Ça ne renvoie pas aux mêmes imaginaires que d'avoir vécu la transformation du Minitel gris-marron au Minitel rose. Bon, voilà, ne serait-ce que dans la manipulation des images et des vidéos. Donc nous avons notre propre socialisation vis-à-vis des machines, comme autre chose, comme on va socialiser en sport ou en art et culture. Une deuxième socialisation, c'est vis-à-vis des pratiques collectives, c'est finalement la socialisation du groupe social ou du territoire. C'est des choses qui sont quand même très importantes, je vous le dirai tout à l'heure. Toutes choses égales par ailleurs, quand on travaille sur les collèges, on se rend compte que sur un territoire semi-rural, avec exactement les mêmes composantes socio-démographiques, il va y avoir un collège qui va devenir ultra numérique, ultra innovant, etc. Celui d'à côté, il ne se passe rien, on fait des entretiens, on fait des observations, on se rend compte que c'est le discours des adultes, l'ensemble des adultes, du maire au chef d'établissement, aux animateurs, au centre social aussi, qui va faire la différence entre les deux. Vous voyez que ça a de l'importance macro, j'essaie de vous expliquer le processus macro, mais que ça a de l'importance locale. On va rencontrer un maire qui vous dit « j'ai pas besoin d'installer un espace public numérique dans mon centre social parce qu'il n'y a plus besoin de médiation numérique parce que tout le monde est équipé par Internet et que ce maire, en même temps, il est ultra rural », vous vous dites « va falloir faire une formation des élus ». Voilà. Je vais peut-être arrêter là, puis après je vous fais un petit panorama des recherches sur intervention sociale et éducative. Je suis dans le timing, c'était à peu près. C'était plus bon. Est-ce qu'il y a des questions, réactions? Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez besoin de. C'est une bonne demi-heure. On peut? Oui, allez-y. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on la question du numérique, on réduit souvent à des questions techniques de savoir-faire, je suis d'avoir un truc où j'appuie sur quel bouton et bien souvent c'est ce qu'on propose aux personnes. Et moi je trouve que c'est dramatique, on a besoin de prendre du sens. Et la difficulté c'est de trouver le lien pour donner du sens. Comment ce machin-là dans lequel je suis, comment par rapport à ce que j'ai vécu qui suis-je, comment je vais pouvoir m'en emparer. Et c'est pas simplement
passant sa vie devant un écran qu'on s'en sort. C'est clair. Et donc la question c'est comment former les personnes et comment trouver les chemins pour... Alors, je vais essayer de de développer ça. À travers l'exposé des recherches qu'on a fait, vous avez compris qu'on fait des recherches en immersion, qu'on est plutôt dans la logique recherche coopérative, recherche-action. Donc en même temps, je vais vous parler des dispositifs qu'on a soit étudiés, soit générés nous-mêmes. La situation ou la question est une question effectivement très importante. L'espace médiatique des grands groupes industriels, des GAFA, est en général immédiatement repris. C'était très clair dans le discours du secrétaire d'État ce matin à France Inter. Il commence par parler des impôts et de la lutte contre les GAFA, et on passe au deuxième point sur l'intelligence artificielle et le soutien à la French Tech et à nos industries. Nous restons dans ce registre-là uniquement dans le point de vue technocentré. Voilà. Si on a changé, vous avez tous vécu l'informatique, le multimédia, l'Internet, les TIC, les NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui ont été nouvelles pendant 15 ans. Au bout d'un moment, on se dit, et tous les acronymes en éducation, on a eu les TIS, les EIAH, les TUIC, les machins. On a eu plein d'acronymes, et à un moment donné, c'est comme si on avait saturé les acronymes. Il s'est passé une espèce de réaction sociale. La plupart du temps, c'est des travers de journalisme. Ça. Vous savez, les journalistes cherchent un bon mot. Et il y a quelqu'un qui a commencé à parler de digital, finalement. Et paf, ça s'est embarqué. Forcément, c'est dans les grandes revues américaines que ces choses-là démarrent. Puis comme nous, on a une petite tendance, nos médias ont une petite tendance à suivre, on voit apparaître le numérique. Moi, ça m'a questionné immédiatement. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? L'informatique est une science, l'éthique était un ensemble de technologies, la numérisation, c'est, comment dire, échantillonné, codé, enfin, c'est pas, voilà, c'est pas un truc qui était inconnu. Qu'est-ce qui s'est passé là? On est passé dans une reconnaissance, dans une espèce de norme finalement sémantique, dans une reconnaissance que le numérique est devenu ambiant. C'est-à-dire c'est notre milieu de vie quotidien. C'est pas une petite affaire et ça nécessite un regard centré sur l'humain. Moi je dirais anthropocentré parce que vous avez vu, voilà. Mais au moins qui prennent en compte que chaque mesure numérique a des laissés pour compte, a des territoires délaissés, etc. Donc effectivement, je vais essayer de vous donner 2-3 pistes pour avancer dans la deuxième partie. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, c'est pas très grave, parce que je pense que c'est plus la deuxième partie qui va vous faire poser des questions concrètes, d'autant que sur la fin de la deuxième partie, je ne vous propose que des pistes, puisque j'ai effectivement travaillé sur la médiation numérique en sciences sociales, mais ça fait déjà un petit moment, comment dire, je tire des choses qui viennent d'autres secteurs, qui sont peut-être moitié pertinents pour vous. Enfin, le débat m'intéresse aussi. Juste peut-être si vous pouvez repréciser un petit peu ce que signifie quand on parlait de socialisation des usages. Enfin, concrètement, ça veut dire quoi si je Alors, c'est toujours la même chose quand je vire les 3B. Il y a toujours quelqu'un qui me pose des questions. Enfin, les usages sont des normes sociales d'usage. On l'a travaillé pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte dans les travaux sur sociologie des usages, c'est plutôt la sociologie qui s'est emparée de ça au début des années 80, que finalement il y avait de vrais continuums entre les pratiques que l'on dirait numériques, les pratiques technologiques et les pratiques sociales, qui avaient des descripteurs, inégalité sociale, inégalité vis-à-vis de l'accès ou de l'usage des technologies. Et donc on a fini par se dire que ce qui était le plus solide, c'était probablement la sociologie interactionniste, qui a travaillé sur les normes. La référence est un monsieur qui s'appelle Becker,
qui avait travaillé beaucoup dans les quartiers de Chicago, l'autre c'est Goffman sur les stigmates, sur des populations toxicomanes, sur des populations migrantes, sur les joueurs de jazz, sur des populations marginales, et qui s'était rendu compte du rôle de la norme, à la fois pour faire frontière, mais aussi pour faire repère. C'est clair quand je vous dis ça? Vous savez qu'il y a une catégorie de la population qui s'appelle les adolescents, dont le métier c'est de contester la norme. S'il n'y a pas de normes avec des représentants qui sont de l'autre côté de la norme, ça devient difficile pour nos ados de voir ce qu'ils doivent contester. Et donc, les usages sont non pas des nouvelles normes qui seraient dans un autre espace complètement virtuel, mais des normes qui s'ajoutent aux normes sociales. Voilà. Je vous donne un exemple très clair. Harcèlement à l'école, violence entre gamins, etc. sur les réseaux sociaux. Nos gamins continuent à se socialiser à la préadolescence et à l'adolescence, particulièrement du côté du genre, sauf que il y en a certains qui ont des capitaux culturels qui ne leur permettent pas de comprendre quand on s'adresse à une jeune fille, à une jeune collégienne, en lui disant « t'es bonne », c'est peut-être pas la meilleure rentrée pour pouvoir dialoguer avec elle après, et quand on ne comprend pas ça et qu'on en rajoute sur Facebook, Instagram ou je sais pas quoi, évidemment que le retour le lundi matin est un peu compliqué. Alors, ce que je suis en train de vous raconter, c'est le travail sur les SECPA avec tout un tas d'entretiens d'observation de terrain, donc c'est pas un truc suspendu en l'air, ce qui nous permet aussi de sortir de ce que nous appelons la panique morale dans lequel nous mettent les médias à longueur de temps. Dernier exemple, j'ai signé une tribune suite à l'émission de TF1 sur les écrans, le envoyé spécial sur les écrans, qui, histoire de faire un peu de TF1, destinait à tous les enfants qui utilisaient les écrans, soit à devenir toxicomanes, soit autistes, ce qui est quand même un champ d'ouverture assez extraordinaire. Bilan des causes, monté au créneau de toutes les associations de pédiatres, de Serge Tisseron qui travaillent dessus depuis des années, etc. On a fait apparaître une tribune dans le monde, ils sont venus nous chercher en tant que spécialistes des usages pour dire que, évidemment que non. Évidemment que non. Donc vous voyez, cette panique morale, elle est entretenue en permanence. Les parents d'élèves vont venir vers moi en disant est-ce que vous pouvez nous parler des risques des jeux vidéo? Non, je peux vous parler des jeux vidéo. Je vais parler des risques peut-être, mais pas que des risques. Vous voyez, on est dans cette logique-là. Bilan des courses, cette socialisation-là, nous, en tant qu'adultes, en général, à cause du manque de distance vis-à-vis de la pression médiatique, on a un peu de mal à la gérer. Et comme on a un peu de mal à la gérer, on finit par l'alimenter, et puis ça donne, après le harcèlement, on se retrouve avec la radicalisation. Enfin, vous voyez, on est dans ces logiques-là. En tant que centre social, c'est un poil difficile. Et puis la deuxième partie, mais ça va être un peu long, je voudrais qu'on rentre dans la deuxième partie, c'est que les processus internes de construction des usages, c'est braconnage, bricolage et butinage. Vous trouverez ça en ligne si ça vous intéresse. Juste le braconnage, c'est le processus collectif. Et c'est Michel de Certeau qui l'avait identifié lorsqu'il avait travaillé sur la consommation de la lecture dans les années 70. Ça se passe comment? Il y a une offre culturelle des classes dominantes, c'est exactement ce qui est en train de se passer, on parle plus de classes dominantes, mais c'est les GAFA, un peu les Japonais vis-à-vis du jeu vidéo. Ils nous font une offre culturelle et en fait, nous la réapproprions collectivement, mais pas toujours de la manière dont ils voudraient. L'exemple du braconnage chez De Certeau, vous devez tous connaître ça, c'est les bibliothèques reliées cuir des grands auteurs classiques vendus par les vendeurs au porte-à-porte dans les familles populaires. Que les enfants d'ouvriers ou les enfants de paysans ont pu profiter dans les bibliothèques, les parents achetaient la forme de la bibliothèque bourgeoise. C'est clair ce que je veux dire? Et parce qu'ils étaient 30 glorieuses, on était dans une autre logique, parce qu'ils étaient persuadés, mais bon, les centres sociaux sont aussi nés dans cette période-là, parce qu'ils étaient persuadés que l'accès au savoir, c'était l'ascenseur social. Vous voyez, je reprends tout le vocabulaire, et qu'effectivement, vous avez plein d'intellectuels, dont moi, qui attestent de ça. C'est-à-dire que oui, on a été chercher ces bouquins-là. Même si les parents ne lisaient pas Zola, finalement, je n'ai pas été à Zola directement, mais finalement, le fait qu'elle soit à disposition, ça fonctionne. Donc imaginez ça vis-à-vis des offres
Ce que je viens de vous raconter sur Facebook, c'est exactement ça, mais de manière plus discrète et probablement plus solide. Rappelez-vous les jugements de tous les enseignants sur Wikipédia il y a 8 ans, et la reconnaissance de Wikipédia aujourd'hui comme un média d'information probablement plus fiable, plus critique que tout un tas d'autres offres. Donc vous voyez, ça c'est le braconnage. Wikipédia c'est, comment dire, face à l'offre Google Doc, Google Scholar, etc., générale, on a cette offre. Bon, je pense que je réponds trop longuement. Donc, alors, on prend la deuxième partie. Et j'ai compris qu'on a combien de temps? Une demi-heure. Alors, première chose, un petit repère sur la fracture numérique. L'avantage quand on fait de l'anthropologie des usages, c'est qu'on n'a pas besoin de gratter la terre, on a les documents en ligne. Je vous rappelle, 1992, libéralisation du web, 1996, Bill Clinton nous fait un discours sur on ne va pas laisser les enfants de l'autre côté de la fracture numérique. En 1996, on est 4% de la population mondiale à être connectée à Internet. Comment se fait-il que l'on parle tout de suite de fracture numérique? Et bien, pourquoi on parle de fracture numérique? Parce que c'est l'un des deux piliers de ce que moi j'appelle les techno-imaginaires Laurent. Le deuxième, je vous en parlais aussi, c'est la génération Y et le jeunisme. Il faut absolument qu'on ait un Internet total. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, exactement à la même époque, un monsieur qui s'appelle Pierre Lévy écrit Cyberculture pour la Commission européenne, et dans Cyberculture pour la Commission européenne, relisez-le si vous voulez rigoler un coup, on vous annonce que l'arrivée de l'Internet va faire disparaître la faim dans le monde, résoudre le problème de l'écologie, arrêter les guerres parce qu'on va passer tout de suite dans la cyberdémocratie. Quand je le dis comme ça, on dirait un discours de Miss France, et qu'on va tous se balader dans les villes avec des patins à roulettes électriques et que voilà, il n'y aura plus de problème écologique. Vous voyez qu'on est un tout petit peu loin du compte, mais ce qui est plus grave, c'est que c'est un rapport, c'est à la documentation